Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière Orchid, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur l'hyperoxalurie. Ce PNDS a été publié en 2023 sur le site de la HAS, ou la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par les professeurs Sandrine Lemoine et le professeur Justine Baqueta, membres du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière Orchid. Nous allons aborder aujourd'hui les traitements disponibles, des plus classiques jusqu'aux plus récents comme les ARNI. Dr Emery, quelle est la première étape du traitement ? Bonjour. Alors la toute première étape, et elle est absolument essentielle, c'est ce qu'on appelle le traitement conservateur. Il doit être instauré dès la confirmation du diagnostic, quel que soit l'âge ou le type d'hyperoxalurie. Il repose sur 3 piliers. Premièrement, une hyperhydratation intensive. Deuxièmement, un essai de vitamine B6 dans certaines formes. Et troisièmement, un inhibiteur de la cristallisation, le plus souvent le citrate de potassium. L'objectif de ces mesures, c'est de diluer l'oxalate dans les urines et ainsi limiter la formation de cristaux responsables des lésions rénales. Concrètement, combien de litres d'eau cela représente-t-il ? Ce sont des volumes très importants, effectivement. Chez l'enfant, on vise 2 à 3 litres par mètre carré de surface corporelle par jour. Chez l'adulte, on recommande au minimum 3,5 à 4 litres par jour. Et cette hydratation doit être continue sur 24 heures, y compris la nuit, parce que la concentration urinaire nocturne favorise la cristallisation. Du coup, chez les nourrissons ou les jeunes enfants, une gastrostomie est souvent nécessaire pour garantir ces apports. Et la vitamine B6, dans quel cas est-elle utile ? La vitamine B6 ou pyridoxine est indiquée uniquement dans l'hyperoxalurie primitive de type 1. Elle agit comme cofacteur de l'enzyme déficiente, l'alanine glyoxylate aminotransférase. On réalise systématiquement un test thérapeutique parce qu'environ 30% des patients avec une hyperoxalurie de type 1 sont répondeurs. Les meilleurs répondeurs, ce sont notamment les patients porteurs du variant au niveau protéique où la glycine en position 170 est remplacée par une arginine. Lorsque la réponse est significative, la vitamine B6 est poursuivie au long cours, parfois avec une réduction très importante de l'oxalurie. Et le citrate de potassium ? Le citrate de potassium, c'est un inhibiteur de la cristallisation de l'oxalate de calcium. Il ne s'agit pas ici d'alcaliniser les urines, parce que le pH urinaire il a peu d'influence sur l'oxalate, mais bien de réduire la formation et l'agrégation des cristaux. Il est prescrit à des doses adaptées, souvent sous forme de préparation magistrale, et fait partie du traitement de fond chez la grande majorité des patients. Qu'en est-il des nouveaux traitements comme les ARNI ? C'est en effet une avancée majeure dans la prise en charge de l'hyperoxalurie primitive. Le lumasiran, c'est un ARN interférent qui agit au niveau du foie en bloquant la glycolate oxydase, une enzyme clé en amont de la production d'oxalate. Il est indiqué dans l'hyperoxalurie primitive de type 1 et dispose d'une autorisation de mise sur le marché depuis 2020. Il est administré par injection sous-cutanée avec une phase d'initiation mensuelle puis une injection tous les 3 mois. Les études cliniques et les données de vie réelle montrent une réduction moyenne de l'oxalurie de l'ordre de 60% avec une bonne tolérance. C'est une option particulièrement importante pour les patients non répondeurs à la vitamine B6. Existe-t-il des limites à ce traitement ? Oui, plusieurs. Tout d'abord, le coût élevé de ce traitement implique une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ensuite, son indication validée concerne uniquement l'hyperoxalurie de type 1. Les données pour les types 2 et 3 restent à ce jour très limitées, notamment dû à des mécanismes physiopathologiques différents dans le type 2 et le type 3 et pas directement ciblés par ce traitement. Et enfin, même si la tolérance à moyen terme est excellente, nous manquons encore de recul à très long terme, notamment en ce qui concerne la prévention complète de l'oxalose systémique. Et si la fonction rénale est déjà atteinte ? Lorsque l'insuffisance rénale est terminale, la transplantation devient nécessaire. Chez les patients atteints d'hyperoxalurie primitive de type 1, la stratégie de référence reste la transplantation combinée foie-rein, car seule la greffe hépatique permet de corriger durablement le défaut métabolique. La dialyse, même intensive, ne permet jamais de compenser la surproduction hépatique d'oxalate.
Elle doit donc être considérée comme une solution transitoire la plus courte possible. Avec l'arrivée des thérapies par ARN interférent, notamment le lumasiran, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Les données récentes, issues des essais cliniques et des premières expériences en vie réelle, suggèrent que chez certains patients traités précocement et efficacement par ARN interférent, une transplantation rénale isolée pourrait être envisagée à condition de maintenir le traitement par ARN interférent au long cours, afin de prévenir toute récidive liée à l'oxalate. Cependant, cette stratégie reste encore en cours d'évaluation avec un recul encore limité. Les premières greffes rénales isolées, réalisées sous ARN interférent, notamment en France, sont encourageantes, mais elles concernent des situations très sélectionnées. Il s'agit d'une prise en charge hautement spécialisée, qui nécessite une préparation métabolique rigoureuse avant la greffe, une surveillance étroite pendant la période périopératoire et un suivi intensif à long terme. Elle doit impérativement être réalisée dans des centres experts qui disposent d'une expérience conjointe en hyperoxalurie, en transplantation et en thérapie innovante. Merci beaucoup Dr Emery pour cet éclairage sur les options thérapeutiques. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler du suivi et de la vie quotidienne avec cette maladie. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière Orchid pour retrouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.